Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour clôturer cette semaine du Tour de Suisse et du Tour de Belgique. Alors exactement, aujourd'hui au programme, alors on va vous sortir 2 épisodes dans la foulée. Le premier sur les courses de cette semaine avec, comme tu l'as dit, le Tour de Suisse, Tour de Belgique, où Decathlon CMA CGM courait et il y a des choses intéressantes aussi à dire. Et sur l'épisode qui suivra, ça sera sur l'équipe de Decathlon CMA CGM pour le Tour de France 2026. Voilà, on en parlera plus longuement, à quoi on peut s'attendre. Alors, pour revenir sur ce Tour de Suisse, là, on a eu une victoire impressionnante de Pogačar, qui gagne avec 6 minutes d'avance sur Carapaz et Vacek, et Richie Tello pour Decathlon CMA CGM qui finit 7ème à 8,48. Et alors, on a déjà parlé de l'étape 1 dans l'épisode précédent, que je vous invite à réécouter si ça vous intéresse, ou avec le gros numéro de Tout à fait. Pogačar, on s'en souvient. Par contre, là, j'aimerais, Nathan, que tu nous dises un petit mot sur Romain Grégoire, qui va chercher une belle victoire World Tour en échappée, et intéressant aussi pour la Groupama. La saison est un peu compliquée, vas-y, dis-nous ce que t'en penses là de cette victoire. Bah oui, tout à fait Thibaut, tu as totalement raison de faire remarquer Romain Grégoire qui nous offre la première victoire World Tour de l'équipe FDJ, Groupama FDJ United de cette saison 2026. Comme il a l'habitude de le faire en pur puncher, en réglant l'échappée. Donc victoire magnifique, il a résisté au retour de Matthias Vacek et de Tadej Pogačar. C'est un meilleur de l'échappée au sprint, donc c'est normal qu'il s'impose, mais il fallait encore le faire. Et dans les grands moments comme ça, Romain Grégoire, quand il est en position de gagner, il se loupe rarement finalement. Quand il n'y a pas de grands noms, quand il n'y a pas les grands Tadej Pogačar, Remco, etc., il est là. Et j'ai envie de dire qu'il porte un peu la Groupama FDJ sur ses bras. Si on enlève Romain Grégoire et Ewen Kosciu, il n'y a que Thibaut Gruel qui a récemment gagné sur la route d'Occitanie. Mais sinon, c'est tout. Là, on est en juin et il amène la première victoire World Tour de la saison. Donc c'est un petit peu questionnable. Et heureusement que Romain Grégoire est là pour porter l'équipe anciennement de Marc Madiot un petit peu sur le devant de la scène. Ok, merci pour ce petit bilan de la FDJ cette année. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est sur le contre-la-montre, qui est intéressant, hein. Je parle pas de l'étape au milieu, là, mais on a eu un contre-la-montre intéressant où Pogačar a gagné, pratiquement dans le même temps, enfin 4 Incroyable. 4 centièmes de seconde, devant Mathieu Van Der Poel. Tobias Foss à 6 secondes, Vacek à 10. Voilà, alors Roglic à 37. Contre-la-montre était plutôt plat et faisait 23 km. Exactement, un On a vrai une moyenne contre-la-montre de spécialiste. plus de 53 km/h. Donc vas-y, dis-nous tout, Nathan. Moi, c'est évidemment le final qui m'a vraiment tenu en haleine, hein, je pense comme tout le monde, avec le duel entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Évidemment, Mathieu Van Der Poel, quand il s'aligne sur un chrono, au départ, quand il part des starting blocks, on est toujours en train de se dire, est-ce qu'il va le faire à fond? On scrute un peu son attitude et on se dit, là, il le fait pas à fond. Mais là, vraiment, on a été forcé de constater qu'il l'a fait avec attention et, il a eu raison car il a pu jouer la victoire à 30 dixièmes comme tu l'as dit. Donc vraiment incroyable comme performance. Mathieu Van Der Poel, c'est vraiment le gars
il est bon partout, mais il faut qu'il ait envie de gagner, quoi. Et là, il avait envie de gagner aujourd'hui. Et moi, tu vas m'en dire un petit peu plus, mais la dernière fois qu'on l'a vu autant appliqué sur un contre-la-montre, c'était sur le Tour de France où il essayait de conserver son maillot jaune. Bah alors, ouais, je me souviens de cette étape, effectivement. Après, je t'avoue que j'ai pas refait tous les contre-la-montre de Mathieu Van Der Poel, mais on le voit rarement faire à fond. Et oui, sur le Tour de France 2021, donc pour rappel, il avait chopé le maillot jaune dès la première étape, hein. C'était le double montée du mur de Bretagne, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est quelque chose ça, comme ouais. ça. Devant la Et file. il y avait un contre-la-montre à la 5e étape où il a le maillot jaune et il finit Mm. 5e à 30 secondes de Pogacar. Là aussi, on avait un profil plutôt plat et de 27 km. Donc voilà, grosse perte. Sinon, oui, on ne voit pas forcément à l'aise sur ce type d'exercice, ou en tout cas, comme tu dis, sans le faire à fond. Oui, c'est ça. Donc là, c'est quand même une référence. Il y a quand même Tobias Foss qui finit 3e, l'ancien champion du monde de chrono. Oui. Voilà, on a quand même des bons rouleurs hein, derrière. Oui, on a On des voit que bons Segard, spécialistes, hein. Segard 15e, Tiberi. Voilà. Matteotti, Tim Wellens, Nils Politt. Yes, ouais, donc il y avait quand même un beau plateau. Van Der Poel qui finit 2e, on s'y attendait pas forcément. Et vu les écarts, ça nous a procuré un beau suspense, comme tu l'as dit. Hum, voilà, t'avais autre chose sur cette étape? Oui, bah après, moi, c'est sur ce Tour de Suisse, ce qui m'a, pardonnez-moi, rassuré, c'est la performance de Richard Carapaz. Car on l'avait déjà évoqué, mais il a suivi Tadej Pogacar, il a essayé de le suivre, en tout cas, sur la première étape, et il a maintenu les taux sur toute la semaine. Bon, il a perdu du temps sur le chrono, mais il avait tellement pris d'avance qu'il a pu conserver sa deuxième place. Et donc, bah, très bon retour de la part de l'Équatorien. Et sur cette étape d'aujourd'hui, l'étape finale, l'étape reine, il a Alors encore attends, juste sur le, essayé de ouais, tenir sur le contre-la-montre l'attaque. pour Ouais, vas-y. Nathan, juste pour rester sur le contre-la-montre, aussi je crois que tu voulais nous parler de Pestel qui avait fait un bon chrono pour la Décathlon. Ah oui, c'est On ça. reviendra après C'est sur Sander de ouais. Pestel de Decathlon qui fait septième. Donc, on voit que sur ce Tour de Suisse, il a été bah, avec une forme étincelante. Donc vraiment, peut-être un candidat à un remplacement pour le Tour de France, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une très belle option. Et d'ailleurs, il nous l'a encore montré aujourd'hui sur l'étape Rennes. Yes. Et sur l'amende, tu sais qu'il y a eu un peu le buzz, hein, je sais pas si t'as vu, où Van Der Poel, il était torse nu à la fin parce qu'il Ah faisait oui, chaud j'ai vu dans ça. le hot seat là, et il s'était mis torse nu en attendant le dernier coureur, et voilà, on s'est un peu offusqué sur internet de l'avoir sanctionné pour ça. T'as un avis toi? Bah, j'ai vu que sur le coup, moi, quand j'ai vu les images, bon, ça m'a pas perturbé plus que ça. Mais c'est vrai qu'il a attendu entre 30 et 40 minutes, hein, avec une chaleur bah, de canicule. Donc, je pense que dans sa tête, Mathieu Van Der Poel, c'est tellement une légende du vélo qui fait un peu ce qu'il veut, hein. De toute façon, personne n'ira rien lui dire. Et en même temps, bah, je trouve assez courageux de la part de l'UCI de même de s'attaquer à Van Der Poel sur un truc aussi bah, qui ne fait pas partie du vélo vraiment. Mais est-ce que c'est si important que ça? Je sais pas. J'ai pas Ouais, vraiment alors moi de. excuse-moi, je te pose la question en fait, mais c'était pour un peu dénoncer le fait que ça ait buzzé comme ça autant, parce que bon, il y a un règlement, ils appliquent le règlement, voilà, hein, ça s'arrête là. Je trouve que des fois il y a des polémiques un peu Ouais, inutiles. voilà. On veut mettre un peu sur le dos
tout ce qui va mal dans le cyclisme sur le dos de l'UCI. C'est Bon, marrant ben 5 minutes, voilà, mais voilà quoi. il y a des choses pour lesquelles ils sont responsables, il y a des choses, ben, ils font leur travail, même si c'est pas agréable pour, pour le néerlandais. Voilà, sinon, donc sur l'étape d'aujourd'hui, on a eu Oui, bah sur l'étape aujourd'hui, d'aujourd'hui, oui, on a eu une échappée vas-y, avec notamment Lenny Martinez qui avait pas mal d'avance, près de 2 minutes au pied de la dernière montée, tout à fait. et Pogačar qui est revenu sous la flamme rouge pour dépasser le français et aller empocher la 3e victoire de la semaine, la 4e si on rajoute le classement général. Belle semaine pour Pogačar, dommage pour Lenny. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Ah bah oui, moi j'étais à fond derrière Lenny Martinez, hein, car en échappé, on sait que il met toujours la balle au fond. Là, quand j'ai vu partir Bartlemen, j'ai vu que Lenny Martinez avait suivi son attaque, et ben je le voyais gagner. Même si Pogačar, je me doutais bien qu'il allait la vouloir aussi, car il a déclaré que c'était peut-être une des étapes les plus dures qu'il avait jamais courues avant de la faire. Donc on se doutait qu'il allait essayer. Mélanie, il a extrêmement bien temporisé l'accélération de Tadej. Mais ouais, moi, Lenny, l'étape que je me souviens, c'est l'année dernière au Dauphiné, où il remporte la dernière étape au Mont-Cenis. Et il y avait aussi Tadej et Jonas derrière lui, mais il s'était pas joué la victoire. Donc là, Pogacar, il lui avait un peu laissé. Mais là, cette fois, par contre, il ne l'a pas laissé et malheureusement, Lenny, il n'a pas pu résister. Mais c'était un beau duel indirect en tout cas. Yes. Et après, sur l'écart avec les hommes du général, on voit que les hommes du groupe des favoris, derrière, ils finissent après 2 minutes. Vida, Riccitello, Mas, Carapaz, Foss, Vacek, 2-16. Tchèque, très belle performance du Tchèque, hein. Oui, alors, on peut en Troisième. parler, hein. Je te propose qu'on parle du bilan d'ailleurs de ce Tour de Suisse, en parlant aussi de l'écart avec ses favoris. Parce que Vacek, je sais pas, moi je l'attendais pas à pareille fête en montagne notamment. Donc tu nous as Bah un oui, peu tout à fait fait. le bilan de Carapaz. Et vas-y, je te laisse nous faire la totale. Bah pour commencer par Matthias Vacek, c'est un coureur un petit peu dans les traces de Mats Pedersen pour moi. C'est plus un puncher sprinter, très bon rouleur aussi. Comme Mats Pedersen, pour moi, c'est exactement les mêmes profils. Mais là, on voit que sur la montagne, bah, ça va plutôt très bien. Un petit peu, je ferai le parallèle avec Albert Wilson Philipsen, qui a fait 6e au général au Tour de Romandie, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Donc, je pense que Lidl Trek se sert du Danois Mats Pedersen pour transformer des profils en, en coureurs capables de remporter, pourquoi pas, des classements généraux d'une semaine. Et Ok, et pour parler de Richard Carapaz, comme je le disais tout à l'heure, bah, il était annoncé sur le Tour d'Italie, il n'a pas pu s'y rendre, donc on était un petit peu sur la réserve quant à sa forme. Et là, on voit qu'il est de retour vraiment. Sur la première étape, il a tenu tête à Pogacar, et sur la dernière, il a tenté de le suivre. Bon, cette fois, il n'a pas fait long feu, mais vraiment, il sera un des candidats au top 5 sur le Tour de France et pourquoi pas aux étapes. ok, bah, merci pour cette analyse. Alors, maintenant, moi j'ai quelque chose à te demander. C'est, on voit quand même que il y a quand même quelques surprises dans ce top 10. Alors, on sait qu'il y a le chrono on en a parlé, 23 km, qui a pu permettre à des bons rouleurs de rentrer dans ce top 10. Mais quand tu vois Vacek, Foss, Van Wilder faire 3, 4, 5, bon, on les attend pas là. Moi, je les attendais pas là en tout cas. Ah Est-ce non, que tout à fait. au final, ça veut dire que c'est
vraiment, alors Pogačar a écrasé la course, il n'y a pas de souci, mais est-ce que l'adversité était à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre au vu de la start list? Bah, en tout cas, cette adversité-là ne peut pas remettre en question la performance de Tadej Pogacar. Elle a tellement été implacable que pour le coup, on peut pas se poser la question. Après, moi, celui qui m'a déçu, que je m'attendais à voir sur le podium avec cette adversité, comme tu dis, c'est Primoz Roglic. Alors que là, bah, je sais même pas s'il est dans le top 10. Alors Ouais, là que on le c'est voit quand sur même, le classement 8e. Ouais. ouais, 8e. Mais avec de la difficulté. Là, sur l'étape, Mathias Vacek arrive avant lui, Ricky Tello arrive bien avant lui. C'est quand même décevant pour quelqu'un qui a gagné 4 Vuelta et qui a failli gagner un Tour de France. Donc, je pense que, bah, je sais pas, on dirait qu'il a plus envie, quoi. Je sais pas ce que t'en Alors, penses. bah, je pense que oui, les jambes là sont en fin de vie, hein. Enfin, voilà, il commence à se faire vieux et là, oui, il est pas dans la forme de sa vie, hein. En ce moment, c'est clair. Et moi, c'était pas pour remettre du tout en question la victoire de Tadej Pogacar, c'est juste quand on voit 6 minutes sur une course World Tour qui a même pas duré, qui a fait 5 jours, on se dit waouh, il a tué le game là. Et on se dit pour le Tour de France, ça va être compliqué d'avoir un petit peu de suspense. Maintenant, c'est pour ça que je te posais la question sur l'adversité. Ah C'est bah, c'est sûr, est-ce que ça c'est sûr. relativise, sans dire relativiser la victoire, la performance, mais relativise en tout cas le fait qu'il puisse écraser le tour. Et est-ce que tu crois à un semblant de suspense sur le tour, hein, ou pas? Ou pas, parce qu'il a été Bah, trop moi, fort je et que tu pense penses que qu'il y aurait eu Vingegaard, au Pogacar, final, Vingegaard prenait 2 minutes, hein. Enfin bah, voilà, dis-moi hein, ton ressenti. moi, mon avis, c'est que Tadej Pogacar n'a jamais été aussi fort en préparation avant un Tour de France. D'ailleurs, il a déclaré qu'il n'a jamais été aussi performant sur un vélo. Mais c'est surtout que là, Jonas Vingegaard, certes, il va ressortir avec une grande confiance de son Tour d'Italie, mais on les a jamais vus cette année ensemble. Donc je pense que le Slovène gardera l'avantage très fortement. Et Paul Sexas, bah pour l'instant, je cesse de le répéter, mais on n'a aucune garantie sur 3 semaines. Donc je ne vois pas le Slovène perdre sa couronne cette année. Et pourquoi pas affoler les écarts. Ok, bon. En gros, au mois de juillet, on regarde pas, quoi. Ben Euh, c'est bien aussi d'assister à la naissance d'une légende du vélo et du sport. ah non, mais je plaisante évidemment. Ok. Non mais c'est intéressant. Alors, on a vu aussi que il y a eu sa compagne qui a chuté, à Pogacar, Zigart, l'étape Oui, tout à 2, fait. enfin le jour de l'étape 2. On peut comprendre d'ailleurs l'inquiétude qu'il avait hein, durant l'étape et à la sortie, parce que la chute était quand même impressionnante. Est-ce que ça... enfin, on voit d'ailleurs que ça l'a pas gêné psychologiquement sur les étapes d'après, hein. Voilà, Bah c'est ça. ça l'a pas Et empêché puis de courir peut-être que comme la avant. victoire de Romain Grégoire est un petit peu due à ça, car bah, Tadej il avait ça en tête et peut-être qu'il s'est pas donné à fond pour rattraper le groupe Romain Grégoire et du coup bah il n'a pas gagné ce jour-là. Mais c'est surtout moi à l'arrivée, on a tous vu cette image où il est en train de téléphoner à sa compagne et il y a le caméraman qui le tourne autour et bah Tadej il est patient, hein, il dit rien pendant 30 secondes, 1 minute et puis là le caméraman il se rapproche d'un coup et là bah forcément il le rejette mais c'est tout à fait normal quand sa compagne elle vient de se faire cracher sur une étape, forcément qu'il a envie de prendre des nouvelles et d'avoir un minimum d'intimité. Donc, on peut souligner le calme du Slovène, quoi, envers cette réaction. Oui, oui, tu fais bien, hein.
tu fais bien parce que je suis d'accord avec toi, le caméraman était intrusif quand même. Au vu de la gravité de la chute, Il a dû se c'était faire un petit normal. peu réprimander. Très bien, alors merci pour ce topo sur le Slovène. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à Decathlon CMA-CGM, notamment qui a fait un Tour de Suisse, alors Très à correct. l'inverse de ce qu'on attendait au tout départ, puisqu'on s'attendait plutôt à une équipe plutôt pour les sprints en petit comité. Au final, on a eu une équipe tournée autour de Riccitello. Alors Bah on a oui, Riccitello justement exactement. qui fait 7ème. Ouais, vas-y, dis-nous un peu ce que tu as noté sur cette équipe Decathlon. Bah, comme tu l'as dit, normalement, on devait être basé sur le sprint avec Andresen. Sauf que l'abandon de Riccitello sur le Tour de Auvergne-Rhône-Alpes a conditionné notre volonté à jouer le classement général avec Riccitello, aidé par Tige Benoot, Sander de Pestel, etc. Et je reviens sur ces trois coureurs, car pour moi, ils ont éclaboussé ce tour de Suisse par leur forme. Riccitello et Tige Benoot, on avait des incertitudes sur leur forme et elles ont été balayées pour moi pour la participation au Tour de France. Ouais, alors justement, la grosse surprise surtout, parce que bon, Riccitello en forme, ça nous surprend pas, voire même on pouvait peut-être espérer un top 5. Il est pas si loin d'ailleurs de la 4ème place, hein, il est à peine plus d'une minute. Par contre, la très bonne surprise, c'est Tige Benoot, qui a été très souvent dans le groupe de 20-30 coureurs quand le peloton se réduisait. Pour preuve, il finit le général en 14e position à 12 minutes. Donc ça veut dire que Alors qu'il est équipier, quoi. voilà, alors qu'il est équipier, donc ça veut dire que les 5 jours, eh ben, il a été au contact en montagne. Et ça, on l'attendait pas. Alors, est-ce que pour toi, ça veut dire, sans forcément dévoiler ce que ta compo, hein, puisqu'on le fera dans l'épisode suivant, mais est-ce que ça veut dire pour toi que quand même il mérite ou il peut prétendre à une place potentielle sur le Tour de France? Ah bah bien sûr. Je pense que c'était l'espérance de l'équipe Decathlon CMA-CGM de retrouver un capitaine de route de la trempe de Tige Benoot, hein, qui sort de l'équipe Visma, qui a quand même permis à Jonas Vingegaard de remporter 2 Tours de France. Donc bien sûr qu'on ne peut pas se priver d'un Tige Benoot en Ok, pleine forme. bon, tu nous donnes beaucoup d'indices sur ton équipe là. On verra ça Voilà, prochainement, ça exact. Un marche. petit teaser. Voilà, merci. Je te propose, pour rester sur l'équipe Decathlon, qu'on s'intéresse justement au Tour de Belgique, notamment les sprints et Olaf Koy, c'est ce qui nous intéresse. Effectivement. Côté Decathlon, alors l'étape 5 d'aujourd'hui, on a eu la victoire de Philipsen. Koy était enfermé, il vient prendre une 5e place. D'ailleurs, il était où il était pas là, Merlier? Tim Merlier? Ouais. Bah ouais, je me suis posé la question aussi. On a vu Ah bah tu vois, Stuyven essayer il de était gagner le lâché. classement, mais pas Merlier. Ouais, je pense qu'il était lâché, parce qu'il était fini à 7 minutes. Alors, oui, je sais pas pourquoi il est lâché par contre, donc on pourra pas trop analyser sa performance à Merlier. Mais toujours est-il, voilà, Olaf Koy finit 5e aujourd'hui. On l'a vu à son avantage hier, où il saute Merlier sur la ligne, justement, pour gagner la 4e étape. Sur les autres étapes, alors là, c'était en côte sur la fin. Il fait 2e sur l'étape 2, et la première étape, on en avait déjà un peu parlé, où il sprint même pas, il faisait 22e dans l'épisode précédent. Donc, en gros, sur les 4 étapes de sprinter, il en gagne une, il fait une fois 2e. Ouais. Nathan, ton bilan de Olaf Koy, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes? Dis-moi tout. Bah évidemment, je pense qu'il nourrissait des ambitions beaucoup plus grandes en s'alignant sur ce Tour de Belgique, en prévision du Tour de France. Mais on l'a vu quand même jouer avec
les meilleurs du monde sur une étape, donc notamment Tim Merlier. Donc c'est quand même un bon paramètre à prendre en compte, notamment et surtout pour le Tour de France. Mais en tout cas, c'est pas un argument implacable comme quoi on est obligé de l'emmener, quoi. C'est une option. Voilà. Ok, en gros, pour toi, il a pas annihilé ses chances, puisqu'il a quand même Voilà. battu une fois Tim Merlier. Il confirme la Maintenant, possibilité, quoi. maintenant, il a pas offert non plus suffisamment de garanties pour se dire, ben, on l'amène en deuxième leader et puis on va bâtir la moitié de l'équipe sur lui. C'est ça. Euh, ok. Bon, et ben, pareil, hein, on verra. L'avenir nous dira Alors l'avenir et puis on verra aussi à la coupe que tu nous présentes. Hein. exactement. Voilà. Et je voulais qu'on revienne avec toi aussi. Il y avait le Giro Next Gen, ça nous intéresse dans la perspective des futures années. Voilà, Bien sûr. essayer de regarder un peu les concurrents à Paul dans les années à venir. Et on a Lorenzo Finn qui a impressionné. Bon, il était favori, il respecte son statut. À noter la belle performance d'Aubin Sparfel de Decathlon CMA CGM qui gagne une étape et qui finit quatrième. Voilà, mais est-ce que tu veux nous dire deux mots sur Lorenzo Finn? Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ça peut être un concurrent sérieux? On sait qu'ils se sont affrontés sur le Tour de l'Avenir de l'année dernière, mais Lorenzo Finn était moins bon, il a fini quatrième, mais ils sont de la même année d'ailleurs, 2006. Vas-y, dis-nous tout. Bah oui, c'est ça, comme tu l'as dit. Lorenzo Finn, c'est un coureur qui est avec Paul Sixas dans les mêmes courses depuis leur début chez les juniors, chez les espoirs et maintenant chez les professionnels. Donc oui, il sera sur ces 10 prochaines années aux côtés de Paul Sixas si tout va bien dans leur carrière respective, au même titre que les Nordhagen de Visma, les Luc Tocquel, les Andrew Auguste et tous ces coureurs-là, les Jarno Vida. Donc oui, il fait partie des nouveaux, des néo-pros qui sont maintenant presque plus forts que les anciens avec beaucoup d'expérience. Donc ils vont révolutionner leur sport petit à petit. C'est la nouvelle génération qui va remplacer les Pogacar, Vingegaard et autres Primož Roglic. Et ce que je veux dire, c'est que l'année passée, on a vu tout au long de l'année Paul rentrer directement dans le cyclisme professionnel, chez les pros, faire directement des bonnes performances et augmenter de niveau tout au long de l'année. Là, Lorenzo Finn, on l'a vu sur quelques courses et faire d'ailleurs des bonnes performances. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il peut franchir ce gap qu'a franchi Paul là ces 12 derniers mois ou pas? On l'a vu cette Bah, année, alors notamment je voilà pense Tour que des Alpes. du Deuxième côté de étape, il la finit Red Bull, sixième. Ouais. on a choisi de faire une continuation de sa carrière beaucoup plus classique qu'un Paul Sexas. On a décidé de faire une année supplémentaire avec des courses encore espoir, notamment le Tour de l'avenir encore une fois, le Giro Next Gen, pardon. Donc on a un développement un petit peu plus lent, à la manière d'Aubin Sparfel aussi, qui lui est un coureur extrêmement talentueux comme Paul Sexas, mais qui demande un petit peu plus de temps. Et c'est bien aussi d'avoir des chemins différents euh, à analyser, à décrypter. Et je pense, oui, que Paul Sixas, si il continue sa courbe de progression, il sera devant Lorenzo Finn sur ces prochaines années. Mais on ne sait pas encore si son pic sera atteint euh, plus vite que prévu ou pas.
D'accord, et ben oui, mais on suivra ça. À noter quand même que je voulais partager pour ceux qui nous écoutent. Cette année, il a couru sur le Tour des Alpes chez les pros et uniquement, si je me trompe pas, et il a abandonné, mais lors de la Ouais, il deuxième a étape, chuté. il a fini 6e, devant notamment Rondel, Harper, Storer, etc. Donc voilà, on voit que Ouais, chez les très solide. pros, il a déjà un niveau solide, voilà, comme tu dis. Eh ben, ça marche. Merci Nathan pour cet épisode sur le débrief de cette Merci Thibaut semaine. et merci à vous de nous avoir écoutés, N'oubliez pas de vous abonner et on se bien retrouve sûr. prochainement pour l'épisode sur l'équipe autour de Paul Sexas. Et allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.